Que se passe-t-il avec l'affaire du Groenland et de quoi parle Donald Trump? L'Union européenne ne sait pas trop comment gérer cette nouvelle question concernant le Groenland, car c'est en quelque sorte un problème technique, on pourrait même dire un problème technico-politique au sein de l'OTAN, qui d'une certaine manière divise les pays entre eux. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle, du problème actuel au sein de l'OTAN? Parce qu'hier, nous avons eu une interview sur MSNBC avec le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent. Il a dit que entre l'OTAN et le Groenland, enfin, le journaliste lui a demandé, entre le Groenland et l'OTAN, s'il devait choisir l'un des deux. Il a répondu que non, ce n'était pas la question. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, tout d'abord, il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'un tel problème survient au sein de l'OTAN, car nous avons déjà eu le cas de Chypre, un exemple où un pays revendique le territoire d'un autre pays membre de l'OTAN. Dans ce cas, il s'agissait de la Turquie et de la Grèce. Et cette question n'a en réalité jamais été résolue dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN peut vivre avec ce genre de situation. Et ici, nous avons un cas similaire. Le problème, c'est que nous avons une Europe qui essaie de s'affirmer comme une puissance économique, politique et même libre, mais qui en même temps est absolument incapable de réagir, je dirais, même aujourd'hui. Ce n'est pas seulement qu'ils sont incapables de faire ce qu'il faut, ils sont même incapables de réagir. Ils ne savent pas quoi faire dans ce cas particulier du Groenland. Or, la question du Groenland et des États-Unis est ancienne car depuis le milieu du 19e siècle, les États-Unis ont envisagé l'idée de l'acheter. Il faut se rappeler qu'au milieu du 19e siècle, les États-Unis avaient eu l'occasion d'acheter ce qu'on appelait la Louisiane, qui était en réalité bien plus vaste que l'État actuel de Louisiane. Ils l'ont acheté aux Français, ils ont acheté une partie du sud du Texas, je crois au Mexique, ou à l'Espagne. Et plus tard, ils ont acheté l'Alaska à la Russie. Ainsi, au 19e siècle, les États-Unis construisaient leur pays, non seulement en envahissant, comme ils l'ont fait dans le soi-disant Far West, mais aussi en achetant des territoires. Et depuis le 19e siècle, le Danemark, qui en est la puissance souveraine, a constamment refusé de le vendre. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les États-Unis, au-delà d'une offre d'achat agressive, exercent également une forme de chantage sur l'Europe dans son ensemble et sur le Danemark afin d'obtenir ce territoire. Et cela, c'est nouveau, car il ne s'agit plus simplement d'une question commerciale ou d'échange, mais bien d'une conquête territoriale par la force. Nous nous retrouvons donc dans une situation semblable à celle des années 1970 entre la Grèce et la Turquie, où une puissance dominante décide de s'emparer d'un autre pays. Les Danois l'ont fait, et c'est intéressant, car nous savons depuis l'élection de Donald Trump qu'il voulait revendiquer le territoire du Groenland. Il l'a dit publiquement, donc c'était connu. Le sujet est revenu plusieurs fois en 2025 dans la rhétorique de Trump, mais les Danois n'y ont jamais réagi. Ils ont même inclus dans leurs évaluations du renseignement pour 2025 leur perspective de renseignement pour cette année-là. Que les principales menaces pour le Danemark et surtout pour le Groenland étaient la Russie et la Chine. Et maintenant, Donald Trump reprend cette évaluation du service de renseignement danois en disant « Eh bien, les Danois eux-mêmes affirment que les principales menaces pour le Groenland sont la Russie et la Chine. » Mais c'est un territoire immense. Le Danemark n'a pas la capacité de défendre ce territoire. Et puisque ce territoire serait très important pour la sécurité des États-Unis, cela signifie que les États-Unis devraient en prendre le contrôle, car le Danemark ne serait pas en mesure de le défendre.
Cela créerait un problème de sécurité pour les États-Unis. Ainsi, Trump a en réalité utilisé l'évaluation des services de renseignement danois pour justifier sa propre revendication de prendre le contrôle du Groenland. Le gouvernement danois, au lieu de prendre des mesures politiques préventives pour anticiper cette revendication américaine, n'a pratiquement rien fait. Et maintenant, le Danemark se retrouve pris entre l'Europe, qui a désespérément besoin des États-Unis pour résoudre la crise ukrainienne. Et nous avons constaté que pour l'Europe, la crise ukrainienne, en particulier la menace venant de la Russie, constitue un élément clé de la politique étrangère européenne. Ainsi, l'Europe souhaite que les États-Unis restent impliqués dans le conflit. D'un autre côté, les États-Unis poursuivent leurs propres intérêts stratégiques. Il existe des stratégies de sécurité nationale qui affirment, disons, une domination sur l'ensemble de l'hémisphère occidental, c'est-à-dire à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et bien sûr, dans ce contexte, puisqu'il s'agit de la sécurité des États-Unis, le Groenland fait partie de cet ensemble. Le Danemark s'est donc retrouvé piégé entre deux alliés qui n'en sont pas vraiment. Deux partenaires qui cherchent à mieux communiquer en laissant de côté le problème danois. Et nous voyons de plus en plus de voix en Europe dire que finalement, ce ne serait pas un si grand problème si les États-Unis étaient présents au Groenland. Et l'on a observé des réactions très modérées face aux menaces de Donald Trump. D'autant plus que Trump a également menacé certaines parties de l'Europe de tarifs douaniers. Pas toute l'Europe, mais certains pays. Encore une fois, c'est une forme de chantage aux tarifs si l'on ne se conforme pas à ce que veulent les États-Unis. Et nous sommes aujourd'hui dans la même situation. Des pays comme la France, le Royaume-Uni et d'autres sont menacés de tarifs et ils ne veulent pas, disons, provoquer l'aigle, si je puis dire. Ils ont donc tendance à adopter une réaction très modérée face à la menace américaine. Nous traversons une crise au sein même des pays occidentaux. Je dirais le bloc occidental, surtout lorsqu'il s'agit de conflits avec la Russie et la Chine. Et au sein de ce bloc, nous avons bien sûr un problème à l'intérieur de l'OTAN, car évidemment, les États-Unis font partie de l'OTAN, et en fait, en sont la pierre angulaire. Rappelons que l'OTAN était à l'origine une alliance conçue pour offrir aux pays européens le parapluie nucléaire américain. C'est pourquoi les États-Unis ont toujours eu ce rôle de primus inter pares au sein de l'alliance, ce qui signifie que même si tous les membres sont, en théorie, égaux, certains le sont plus que d'autres, en particulier les États-Unis, qui le sont un peu plus dans la mesure où c'est autour d'eux que l'OTAN a été construite. Ainsi, les Européens ne peuvent donc pas se permettre un effondrement de l'OTAN, car cela signifierait perdre le parapluie nucléaire dont ils ont désespérément besoin, surtout maintenant, alors qu'ils évoquent la menace venant de la Russie et ainsi de suite. Ils se retrouvent donc à nouveau pris entre leurs propres récits et les intérêts des États-Unis. C'est aussi une question au sein de l'Union européenne, car, comme je l'ai déjà dit, l'U-Member cherche désormais à se présenter non seulement comme une puissance économique, mais aussi comme une puissance politique et militaire. C'était toute l'idée derrière cette politique, ou cette initiative, devrais-je dire, d'Ursula von der Leyen, visant à créer une Europe réarmée, avec d'énormes investissements dans le complexe militaro-industriel des pays européens et autres. Ce qui signifie qu'une fois de plus, l'Europe se retrouve coincée entre ce qu'elle veut faire, ce qu'elle est capable de faire et ce que les États-Unis veulent faire. Car elle comprend que les États-Unis pourraient, à un moment donné, avoir des intérêts distincts de ceux de l'Europe. Et c'est la raison d'être d'une Europe militarisée, ou disons d'une Europe dotée de capacités militaires.
Mais en même temps, elle comprend que pour l'instant, elle a encore besoin de la puissance nucléaire des États-Unis et surtout de leur influence. Car même si l'Europe prétend être une puissance politique, elle ne l'est pas. Nous avons vu qu'en matière de politique étrangère, l'Europe est extrêmement faible et n'a en réalité obtenu aucun résultat concret. Regardez toutes les crises que nous avons connues ces 2 ou 3 dernières années. La Palestine, l'Iran, le Pakistan et l'Inde, la Chine, Taïwan, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de crises. And so on. We have a lot of crises, Taiwan and all that. So all these crises, and of course the one in Ukraine. And Toutes ces crises, et bien sûr celle en Ukraine, et dans aucune d'entre elles, l'Europe n'a été capable de montrer qu'elle avait une voie crédible pour résoudre le problème. Nous avons donc une Europe qui prétend être une puissance, mais ne l'est pas. Et les États-Unis, qui prétendent être un allié de l'Occident, mais qui en réalité agissent pour leurs propres intérêts. Et souvenez-vous, je ne me rappelle plus quel homme politique français l'a dit, mais les pays où les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. C'est exactement ce que nous voyons ici avec les États-Unis. Rappelez-vous que le slogan clé de Donald Trump pendant toute sa campagne présidentielle était « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». Ce n'était pas rendre à l'Occident sa grandeur. Ce n'était pas rendre à l'Europe sa grandeur. C'était rendre à l'Amérique sa grandeur. Et évidemment, les États-Unis sont, pour de bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs, un concurrent de l'Europe. For good or bad and bad reason, by the way, is a competitor of the Europe. And since Et puisque Donald Trump est un homme d'affaires, il n'y a évidemment pas beaucoup de place pour le sentiment dans son approche de la concurrence. C'est simplement une vision darwinienne. Le plus fort l'emporte. Et c'est exactement d'ailleurs ce que Scott Besson a dit à propos du Groenland. Il a dit exactement cela. Nous sommes les plus forts. Donc c'est nous qui décidons. Point final. Vous n'avez pas les moyens de défendre le Groenland contre la Chine ou la Russie. Nous le pouvons. Par conséquent, nous avons la souveraineté sur ce territoire. Et nous revendiquons cette souveraineté. Nous sommes donc dans une situation très similaire à celle que nous avions avec le Venezuela. Et là encore, il s'agit d'une autre crise où l'Europe aurait pu montrer un ensemble d'intérêts différents de ceux des États-Unis. Je veux dire, nous comprenons que les États-Unis poursuivaient leurs propres intérêts économiques. Et tout cela, mais l'Union européenne aurait pu défendre ses valeurs. Could have claimed its values. L'Union européenne soutient l'Ukraine contre la Russie au nom de ses soi-disant valeurs. Mais soudainement, lorsqu'il s'agit de l'Iran, de la Palestine ou du Venezuela, l'UMAMEV oublie ses valeurs, car en réalité, elles sont subordonnées à son intérêt économique et politique de maintenir de bonnes relations avec les États-Unis. Et c'est là que nous en sommes. Nous faisons donc face à une crise importante, non seulement au sein de l'OTAN, mais aussi au sein de l'Union européenne elle-même. Et c'est très intéressant car vous vous souvenez peut-être qu'en 2022, l'Union européenne et de nombreux experts occidentaux affirmaient qu'à la fin de la crise ukrainienne, l'Union européenne et l'OTAN en sortiraient renforcées. As reinforced by the crisis. And today we see that exactly the opposite. Et aujourd'hui, nous voyons exactement l'inverse. La Russie et la Chine se sont rapprochées, ont établi des relations plus solides. La dynamique des BRICS s'est améliorée et renforcée. Et par conséquent, le reste du monde s'est en réalité consolidé, tandis que l'Occident s'est clairement affaibli. Nous assistons donc à une situation quelque peu paradoxale. Je pense qu'il s'agit de l'une des plus grandes crises auxquelles l'OTAN a été confrontée depuis que je suis en mesure de comprendre la géopolitique, donc depuis environ 50 ans. C'est une crise majeure et nous ne voyons pas vraiment comment elle pourrait être résolue. Carole, laisse-moi te poser une autre question liée à ce qui se passe au Groenland, la situation en Ukraine. Nous savons que l'Europe a transféré la plupart des armes qu'elle possédait à l'Ukraine pour combattre la Russie.
Et maintenant, elle envisage de défendre le Groenland, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mais l'Europe devient-elle totalement dépendante des États-Unis? Qu'est-ce que cela signifie pour son avenir? Il ne s'agit pas seulement des armes. Il s'agit aussi de l'énergie, du pétrole. Si elle devient complètement dépendante des États-Unis, que se passera-t-il si demain, les États-Unis décident d'imposer des sanctions à l'Europe? Qui leur fournira de l'énergie dans ce cas? Eh bien, c'est là le problème. Le manque de vision stratégique en Europe. En se coupant de l'énergie russe bon marché, l'Europe a accru sa dépendance envers les États-Unis. L'Europe n'est pas, ou n'était pas, dépendante de la Russie. Elle est dépendante de l'énergie. L'Europe n'a pratiquement pas d'énergie propre et dépend de fournisseurs extérieurs. Dès le début des années 1970, cette dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient était déjà évidente. Et c'est aussi pour cette raison que l'Europe a renforcé ses liens avec l'Union soviétique à l'époque. Il est important de se rappeler que depuis la fin des années 1960, l'Union soviétique fournissait à l'Europe du pétrole et du gaz à bas prix. Même pendant la guerre froide, l'Union soviétique n'a jamais interrompu son approvisionnement en pétrole et en gaz vers l'Europe, même si nous étions en plein cœur de ce conflit. En réalité, les Soviétiques, et aujourd'hui les Russes, ont toujours établi une distinction claire entre ce qui relève du militaire ou du stratégique et ce qui concerne l'économie ou le commerce. Ils n'ont jamais mélangé les deux. Ils avaient des contrats pour la fourniture d'énergie à l'Europe, et ils ont toujours respecté ces contrats. Ils ne les ont jamais rompus. Ce sont les Européens qui, surtout après 2014, ont commencé à utiliser cette relation non pas pour faire du chantage aux Russes, mais pour exercer des pressions sur la Russie pour diverses raisons. Cela s'est terminé en 2022 avec la coupure de toute l'énergie. Prenons un exemple moins connu. Les États baltes, qui faisaient autrefois partie du même réseau électrique que la Russie. Ces pays bénéficiaient d'une électricité très bon marché provenant de Russie. En 2025, ils ont décidé de mettre fin à cette relation, de couper leur approvisionnement en provenance de Russie et de passer à l'énergie européenne. En conséquence, ils paient désormais environ 3 fois le prix qu'ils payaient aux Russes, alors même que les Russes ne les avaient jamais menacés. Je veux dire, avec cela, je parle de 2025. Et avant cela, les Russes n'avaient jamais menacé d'utiliser l'électricité ou son approvisionnement à des fins politiques. Mais uniquement pour des raisons idéologiques, les États baltes ont décidé de couper leur approvisionnement énergétique. Et maintenant, le problème est que l'énergie est beaucoup trop chère, ce qui a entraîné des difficultés dans les industries baltes. C'est exactement la même chose que nous avons observé en Allemagne, où certaines entreprises perdent leur compétitivité à cause du prix élevé des matières premières nécessaires à la production de biens. Ainsi, ici en Europe, ils se sont systématiquement coupés de l'énergie bon marché, avec l'idée de dépendre davantage des États-Unis, en croyant que les États-Unis resteraient toujours leur allié. Politiquement, il se peut que les États-Unis demeurent l'allié de l'Europe. Mais, dans d'autres domaines, comme l'économie et des choses similaires, les États-Unis poursuivront leurs propres intérêts, et non ceux de l'Europe. L'Europe est un concurrent des États-Unis. Et il est intéressant d'examiner cette comparaison. Les États-Unis et l'Europe sont des concurrents, tandis que l'Europe et la Russie ne l'ont jamais été. En réalité, elles étaient complémentaires.
La Russie fournissait des matières premières, de la potasse et de l'énergie, tandis que l'Europe fournissait des produits finis. Ainsi, l'Europe et la Russie étaient en fait complémentaires et non concurrentes. Les États-Unis, l'Europe et la Chine sont des concurrents, mais la Russie ne l'était pas. Aujourd'hui, la Russie est en train de devenir un concurrent. Le chemin est long, mais elle progresse vers une situation de compétition avec l'Europe dans de nombreux domaines, notamment le pétrole, les produits agricoles, les céréales et ce genre de choses. Rappelez-vous qu'avant les sanctions imposées à la Russie en 2014, pas les toutes premières, mais celles qui comprenaient un embargo sur la fourniture de céréales à la Russie était un importateur net de céréales. Et aujourd'hui, en raison de ces tensions, la Russie est devenue l'un des principaux exportateurs de céréales au monde. On voit donc que de cette position complémentaire entre la Russie et l'Europe, la Russie est passée au statut de concurrent à cause des sanctions. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Sergueï Lavrov, je crois que c'était probablement en août de l'année dernière ou quelque chose comme ça, lorsqu'il a été interviewé sur, je crois, CBS News. Le journaliste lui a demandé si la Russie exigeait la levée des sanctions. Et Sergueï Lavrov a répondu que non, il ne demandait aucun allègement des sanctions, car pour eux, les sanctions représentaient une opportunité. Grâce aux sanctions, ils pouvaient éliminer une certaine concurrence potentielle venant d'Europe, disons, et développer leur propre industrie sans concurrence européenne. En fait, les sanctions ont agi comme une mesure protectrice ou protectionniste pour développer certaines industries en Russie.